Mon père a légué toute notre fortune à mon frère paresseux après que j'ai bâti son empire. Alors, je suis parti, mais j'ai fait un coup qui a bouleversé leur monde. Ma famille possède Ryan Construction depuis près de 40 ans. Mon père, Gordon, 64 ans, homme, l'a démarré comme une petite entreprise de construction résidentielle et l'a développée pour en faire une entreprise commerciale de taille moyenne. Le gagne-pain de l'entreprise réside dans les établissements de santé, les bâtiments municipaux et quelques commerces haut de gamme. Le chiffre d'affaires annuel était d'environ 85 millions de dollars lorsque j'y travaillais. En grandissant, j'ai passé mes étés à transporter du bois, à nettoyer les chantiers et à apprendre tous les aspects de l'entreprise. Pas de passe-droit. J'ai commencé par le bas comme n'importe quel autre gamin. À 16 ans, je faisais des charpentes de base. À 19 ans, je dirigeais de petites équipes. À 25 ans, je gérais des projets entiers. J'ai littéralement vécu et respiré cette entreprise. Les semaines de 80 heures étaient la norme. J'ai manqué des mariages d'amis, sauté des vacances, annulé des rendez-vous, tout pour Ryan Construction. Le style de gestion de mon père était à l'ancienne, il criait quand les choses allaient mal, faisait de rares compliments quand elles allaient bien. Mais il connaissait la construction sur le bout des doigts, et je le respectais pour ça. Les équipes le respectaient aussi, même si elles ne l'appréciaient pas particulièrement. Il a bâti cette entreprise par pure force de volonté et une éthique de travail insensée que j'ai héritée. Mon jeune frère, Chris, 35 ans, homme, était différent. Pendant que je me levais à 5 heures du matin pour les inspections de chantier, il dormait jusqu'à midi. Pendant que je prenais des cours du soir en gestion de la construction, il faisait la fête pour obtenir un diplôme en commerce financé par papa. C'était l'enfant doré qui n'a jamais eu à gagner quoi que ce soit. Chris se présentait sur les chantiers en pantalon kaki repassé et bottes impeccables. Il aboyait quelques ordres qu'il avait entendu papa utiliser, puis disparaissait avant le déjeuner. Les équipes se moquaient de lui dans son dos, mais en face, elles acquiesçaient et disaient « Oui, monsieur ». Parce qu'il était le fils du patron. Je le couvrais constamment, corrigeais ses erreurs, refaisais ses estimations, apaisais les clients qui l'avaient fâché. Ma mère, Isabelle, était toujours prise entre deux feux. Elle trouvait des excuses pour Chris tout en me poussant à comprendre. Ton frère est différent de toi. Traduction, ne t'attends pas à ce qu'il travaille aussi dur que toi. Maman a travaillé comme responsable du bureau de l'entreprise jusqu'à ce que l'entreprise se développe suffisamment pour engager des professionnels. Elle venait toujours 3 jours par semaine pour aider avec les livres, ce qui signifiait surtout qu'elle surveillait tout pour papa. Malgré les drames familiaux, l'entreprise était mon avenir. J'étais le prochain sur la liste pour prendre la relève quand papa prendrait sa retraite. Tout le monde le savait, les employés, les clients, les concurrents, tout le monde sauf Chris, apparemment. J'ai rencontré ma femme, Grace, lorsque nous avions tous les deux 27 ans. C'était une architecte que nous avions engagée pour un projet de cabinet médical. Super intelligente, elle ne se laissait pas faire et pouvait tenir tête au plus dur des chefs de chantier de mon équipe. Notre première conversation fut une dispute à propos d'un changement de conception qui aurait ajouté 50 000 $ au budget. Elle a gagné, et j'ai été suffisamment impressionné pour l'inviter à sortir. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard, et 2 ans après, notre fils Ethan est né. Ce gamin, mec, il était tout. Intelligent, hilarant, même à 6 ans, et il avait cette façon de vous regarder qui vous donnait l'impression d'être la personne la plus importante dans son monde. Je rentrais épuisé de journées de 14 heures. Et dès que j'entrais, il courait à toute vitesse et se jetait dans mes bras. Un bouton de réinitialisation instantané. Ethan adorait les chantiers de construction. Je l'emmenais sur le week-end, et il se pavanait dans son petit casque et sa veste, inspectant tout. Les gars lui glissaient des bonbons et le laissaient s'asseoir dans les engins. Dès l'âge de 5 ans, il pouvait nommer tous les engins lourds et savait à quoi ils servaient. Il corrigeait les gens s'ils appelaient une rétrocaveuse une pelleteuse. Pour la première fois de ma vie, j'ai commencé à me demander si l'entreprise familiale valait ses heures insensées. Je manquais du temps, je manquais des matchs de baseball. Grace ne s'est jamais plainte, mais je pouvais dire que ça la marquait aussi. Elle était passée à un emploi à temps partiel dans son cabinet pour avoir plus de flexibilité avec Ethan pendant que je continuais à travailler plus de 70 heures par semaine. Mais j'ai continué à pousser parce que c'était ce qu'on attendait de moi. J'étais performant au travail, j'ai décroché 3 contrats majeurs d'hôpitaux en 2 ans, j'ai élargi notre division de génie civil et j'étais en bonne voie pour devenir président lorsque papa prendrait sa retraite. L'entreprise comptait 150 employés sous ma direction,
avec 200 à 300 sous-traitants supplémentaires sur nos projets à tout moment. Puis est arrivé ce mercredi d'avril, le jour où la trajectoire de toute ma vie a changé. L'appel est arrivé à 14h17. Je connais l'heure exacte parce que j'ai vérifié ma montre, agacé par l'interruption. J'étais au milieu d'une réunion houleuse avec des sous-traitants lorsque mon téléphone s'est allumé avec le numéro de Grace. Sa voix était étrange, tremblante. Cole, c'est Ethan. Il y a eu un accident à l'école. Nous sommes à l'hôpital pour enfants. Tu dois venir maintenant. Je ne me souviens pas y avoir conduit. Je ne me souviens pas avoir interrompu la réunion ou ce que j'ai dit à qui que ce soit. Je me souviens juste avoir traversé les portes des urgences et avoir vu le visage de Grace. Vous savez ce regard qui vous dit que votre vie est sur le point de se diviser en avant et après? C'est ce que j'ai vu. Ethan s'était effondré pendant la récréation. Une sorte d'anévrisme cérébral qu'il avait depuis la naissance et dont personne n'était au courant. Une bombe à retardement qui était là depuis la naissance. Les médecins travaillaient déjà sur lui, mais ça ne semblait pas bien. Le neurochirurgien pédiatrique, le docteur Suri, nous l'a expliqué dans la petite salle de consultation. Des termes comme malformation artério-veineuse et accident vasculaire cérébral hémorragique qui semblaient inappropriés pour un enfant de 6 ans. Des mots comme critique, incertain et préparez-vous. J'ai appelé mon père immédiatement. Ethan est dans un état critique. Je ne sais pas quand je serai de retour. Sa réponse? Tenez-moi au courant. Nous avons la soumission du comté à rendre demain. Pas de je suis désolé. Ou nous arrivons. Juste un rappel à propos du travail. Pendant 3 jours, nous avons vécu dans cet hôpital. Grace et moi avons pris des quarts pour dormir sur la chaise en plastique près du lit d'Ethan, pendant que les médecins effectuaient des tests après des tests. Les infirmières de la réanimation pédiatrique étaient des anges, nous apportant du café, trouvant des brosses à dents, nous tenant au courant de chaque petit changement. Mes 2 amis les plus proches de l'université sont venus sans qu'on leur demande. Shaun, qui travaille dans l'urbanisme, nous a apporté de la vraie nourriture, s'est occupé des appels et a géré les personnes qui posaient des questions. Steve, qui est avocat, s'est assuré que nous comprenions tout ce que les médecins nous disaient et nous a aidés à naviguer dans le labyrinthe des assurances. Shaun a organisé une rotation de voisins pour surveiller notre maison et promener notre chien. Steve s'est occupé des appels aux membres de la famille et aux amis proches. Ils ont tout géré pour que Grace et moi puissions nous concentrer uniquement sur Ethan. Ma mère est venue une fois pendant environ 30 minutes. Elle a apporté un ours en peluche et des biscuits faits maison. Elle est restée maladroitement près du lit d'Ethan, puis a dit qu'elle devait rentrer parce que ton père a besoin d'aide avec la proposition McGrath. Papa et Chris ne sont pas venus du tout. Trop occupés par le projet porteur, a expliqué maman, sans me regarder dans les yeux. Le 4e jour, le docteur Suri est entré avec 3 autres médecins. Je le savais avant qu'ils ne disent un mot. Les dommages étaient trop étendus. Le saignement ne pouvait pas être contrôlé. Notre fils était parti, tout simplement. 6 ans. Je me souviens d'être resté dans le couloir de l'hôpital, Grace sanglotant contre ma poitrine pendant que le docteur Suri nous expliquait nos options. Comme s'il y avait des options quand votre enfant meurt. Don d'organes, arrangement funéraire, thérapie de deuil. J'avais l'impression que quelqu'un m'avait enlevé tout ce qu'il y avait à l'intérieur et m'avait laissé juste assez pour continuer à respirer. Nous avons célébré ces petites funérailles 3 jours plus tard. Grace a tout choisi, le minuscule cercueil, le costume bleu qu'il avait porté au mariage de mon cousin, les jouets dinosaures que nous avons enterrés avec lui. Je n'arrivais pas à prendre de décision. Je restais là, la soutenant. La famille de Grace est venue d'Oregon, ses parents, ses 2 sœurs et son oncle. Ils ont pris en charge notre maison, cuisinant, nettoyant, répondant à la porte et au téléphone. Mon équipe s'est présentée en force, des gars de la construction aguerris en costume mal ajusté, debout maladroitement avec des larmes dans les yeux. Tom, mon surintendant, a organisé une collecte de fonds commémorative au nom d'Ethan. Shaun et Steve se sont occupés de tous les arrangements pour que nous n'ayons pas à y penser. Papa et Chris sont arrivés 15 minutes en retard aux funérailles, se sont tenus à l'arrière et sont partis avant la fin de la cérémonie. Quelque chose à propos d'une réunion d'urgence avec un client qu'ils ne pouvaient pas reporter. Ils ne m'ont pas parlé ni à Grace. Ils ne se sont même pas approchés du cercueil. J'ai vu Tom les regarder partir, son visage se durcir. Il a croisé mon regard et a secoué légèrement la tête. Je me suis détourné.
Je ne pouvais pas accepter cette trahison en plus de tout le reste. Une semaine après avoir enterré mon fils, je suis retourné au travail. Pas parce que j'étais prêt, bien sûr que non. Mais parce que rester dans notre maison trop silencieuse me tuait. Je pensais que le travail me distrairait, que je pourrais me perdre dans les plannings et les budgets et ne pas penser aux pyjamas dinosaures et aux histoires du soir. Grace est retournée à son cabinet à temps partiel. Son patron a été incroyablement compréhensif, lui permettant de fixer ses propres horaires et de travailler à domicile. Nous étions comme des fantômes passant dans notre propre maison, chacun piégé dans son deuil privé. Mon équipe chez Ryan Construction était solide. Pas de carte de condoléances ni de conversations gênantes, juste des hochements de tête silencieux, une main sur l'épaule et une reprise du travail sans qu'on le demande. Tom, mon surintendant principal, avait réorganisé tous mes projets pour que les plus urgents soient traités et que le reste puisse attendre. Les gars sur le chantier étaient différents avec moi, prudents, attentifs. Ils me prenaient à part pour me montrer quelque chose ou me poser une question, me donnant une excuse pour me concentrer sur les problèmes de travail au lieu de ma vie qui s'effondrait. J'ai apprécié cela plus qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Vers 14 h le premier jour de mon retour, l'assistante de papa a appelé. Gordon veut vous voir dans la salle de conférence. Quand j'ai franchi la porte, papa était assis en tête de table avec Chris à côté de lui. Brett Mason, notre directeur financier, qui était dans l'entreprise depuis le premier jour, était assis en face, l'air mal à l'aise. Personne n'a croisé mon regard. Asseyez-vous, Cole, a dit papa, comme si c'était une autre réunion. Pas de « comment vous sentez-vous » ou « désolé pour Ethan ». Juste l'asseyez-vous. Je me suis assis, attendant. Le silence s'est prolongé jusqu'à ce que papa finisse par parler. Nous devons apporter quelques changements. Le projet du comté de Porter accuse 3 semaines de retard, et nous nous attendons à des pénalités de retard importantes. L'extension de l'hôpital Saint-Lucas dépasse le budget de 1,2 million de dollars. Je l'ai regardé. Vous êtes sérieux là? Ces projets étaient sur la bonne voie quand je suis parti. Qu'est-ce qui s'est passé ces 10 derniers jours? Chris a sauté dans la conversation. N'essayez pas de blâmer qui que ce soit d'autre, Cole. C'était vos projets, votre responsabilité. Brett a baissé les yeux vers son bloc-notes, ne disant rien. Papa a continué comme si je n'avais pas parlé. Avec effet immédiat, vous êtes rétrogradé au poste de chef de projet. Chris prendra la relève en tant que vice-président des opérations. Votre salaire sera ajusté en conséquence. La pièce a commencé à tourner. Vous me rétrogradez parce que j'ai pris du temps quand mon fils est mort? Les affaires ne s'arrêtent pas pour les problèmes personnels, a dit papa, en triant des papiers. Nous avons presque perdu le contrat Westside pendant votre absence. J'ai regardé Brett, qui avait été comme un oncle pour moi. Il m'a appris l'estimation quand j'étais encore au lycée. Il ne me regardait pas dans les yeux. C'est des conneries, et vous le savez, ai-je dit. Je vous ai dit que ces projets étaient dans les délais. J'ai vérifié avec Tom avant de quitter l'hôpital. Qu'est-ce que vous avez fait tous les deux cette semaine? Chris a souri. Peut-être si vous vous étiez concentré sur le travail. Papa l'a interrompu, mais a ensuite délivré le coup de grâce lui-même. La mort de votre fils coûte des millions à cette entreprise. La mort de votre fils est la raison pour laquelle vous êtes rétrogradé. Si votre fils n'était pas mort, ces projets seraient toujours sur la bonne voie. La pièce est devenue silencieuse. Même Chris avait l'air choqué de la façon dont papa l'avait formulé. Brett a finalement parlé. Gordon, ce n'est pas. Mets-toi hors de ça, Brett, a ordonné papa. Je me suis assis là, le sang battant dans mes oreilles, incapable de comprendre ce que je venais d'entendre. Mon père venait de rejeter la faute sur mon fils de 6 ans décédé pour des problèmes d'entreprise qui n'existaient pas il y a 10 jours. Répétez ça, ai-je dit, ma voix était calme. Papa m'a regardé directement. L'entreprise passe avant tout. Toujours. Vous aviez l'habitude de comprendre ça. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant bruyamment sur le sol. Mon fils s'appelait Ethan. Il avait 6 ans. Il aimait les dinosaures et savait déjà lire au niveau de la 3e année. Il est mort il y a 4 jours, et vous n'avez même pas pris la peine de rester jusqu'à la fin de ses funérailles. J'ai attrapé ma carte d'entreprise et mes clés, les posant sur la table avec une finalité qui résonnait dans la pièce silencieuse. Vous savez quoi, papa? J'ai tout donné à cette entreprise. Des vacances manquées,
des semaines de 80 heures, du temps sacrifié avec ma famille, avec mon fils, pour cet endroit. Et il s'avère que l'entreprise pour laquelle je me tuais n'en vaut pas une seule journée de la vie de mon fils. Je suis parti sans regarder en arrière. Pendant que je rangeais mon bureau, Tom est apparu dans l'embrasure de la porte. J'ai entendu, a-t-il dit simplement. Ils font une erreur. En moins d'une heure, la nouvelle s'était répandue. Une par une, les gens ont commencé à passer. Jim de l'estimation, Raphaël des opérations sur le terrain, même Diane de la comptabilité. À la fin de la journée, 7 personnes clés avaient démissionné, dont Tom et Brett. Pas avec de grands discours dramatiques, juste des décisions calmes et fermes qui ne nécessitaient aucune explication. Alors que je portais ma boîte au parking, Brett m'a rattrapé. Ce n'est pas juste, Cole. Ton père commet la plus grosse erreur de sa vie, et je le lui ai dit. Ses projets étaient bons. Chris a dérangé les plannings après votre départ, a avancé les délais, a réassigné des équipes, a changé les commandes de matériaux. Je n'ai pas été surpris. Pourquoi me dites-vous cela? Brett m'a regardé, des décennies de loyauté se disputant avec son sens du bien et du mal. Parce que je vous ai vu grandir dans cette entreprise, parce que j'ai aidé votre père à construire cet endroit, et je ne peux pas faire partie de ce qu'il devient. Cette nuit-là, je me suis assis dans la chambre d'Ethan, tenant son jouet T-Rex préféré, et je me suis fait une promesse. Je n'allais pas juste partir. J'allais reconstruire et leur faire regretter le jour où ils ont utilisé la mort de mon fils contre moi. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à exploser d'appels et de messages. Les nouvelles se répandent vite dans le monde de la construction, surtout les nouvelles aussi croustillantes. À midi, j'avais des offres d'emploi de 3 concurrents et de 2 anciens clients. Apparemment, Chris avait envoyé un email aux clients expliquant mon départ en suggérant que j'avais commis des erreurs critiques sur des projets récents. Un coup typique de Chris. Me jeter sous un bus alors que je me remettais à peine d'avoir enterré mon enfant. Mais cela s'est retourné spectaculairement. Nos clients n'étaient pas idiots. Ils savaient qui dirigeait vraiment ces projets. Un client, le PDG de Midwest Healthcare, m'a appelé directement. Cole, j'ai reçu cet email bizarre de ton frère. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Quand je lui ai dit le minimum que j'avais été poussé dehors après avoir pris du temps pour le décès de mon fils, il est resté silencieux un moment. Puis, nous mettons nos 3 prochains projets en attente jusqu'à ce que cela soit réglé. Votre frère ne dirigera pas notre centre de cancérologie de 20 millions de dollars. Jamais. Mais un message s'est démarqué de tous les autres. Jacques Russo, propriétaire de Rivet Construction et le plus grand concurrent de mon père depuis 20 ans. Tout ce qu'il disait était « déjeuner demain ». The Shop House, 13h. Jacques et moi nous étions croisés lors d'événements de l'industrie mais n'avions jamais vraiment parlé. Mon père le détestait avec passion. Il prétendait que Jacques lui avait volé des clients des années auparavant alors qu'ils commençaient tous les deux. La rivalité était légendaire dans les cercles de la construction locaux. J'ai pensé que je n'avais rien à perdre, alors j'y suis allé. Jacques était déjà là quand je suis arrivé. Grand, en forme pour un homme d'une 60aine d'années, cheveux poivre et sel, coupe militaire courte. Il s'est levé pour me serrer la main, une poigne ferme, un contact visuel direct. Merci d'être venu, Cole. J'ai entendu ce qui s'est passé. Votre vieux est une vraie pièce. Nous avons commandé, parlant de potins de l'industrie. Jacques était étonnamment facile à parler, direct, sans blabla, avec un humour sec qui me rappelait certains de mes chefs de chantier. Il s'y connaissait aussi. Il a posé des questions détaillées sur les tendances des coûts des matériaux et les nouveaux systèmes structuraux. Finalement, Jacques est venu au fait. Je veux que vous veniez travailler pour moi. VP des opérations, pleine autonomie, salaire qui bat ce que vous gagnez de 35%. Et je veux vos gars, ceux qui sont partis avec vous. J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Pourquoi? Vous ne me connaissez pas. Pas vraiment. Jacques s'est penché en avant. J'en sais assez. Je sais que vous avez redressé le projet Saint-Lucas après que le dernier entrepreneur l'ait foiré, ce qui se trouve être moi, d'ailleurs. Je sais que vos équipes ne démissionnent pas parce que vous les traitez comme des humains, pas comme des machines, et je vois le talent quand j'en vois. Il a fait glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait un contrat déjà rédigé avec des conditions meilleures que ce que j'attendais. Prenez quelques jours, réfléchissez mais ne tardez pas trop. Cette industrie bouge vite. En partant, Jacques a ajouté une dernière chose.
Pour ce que ça vaut, je suis désolé pour votre fils. J'ai perdu ma fille d'un cancer quand elle avait 12 ans. Une sorte d'enfer différente, mais toujours un enfer. Je ne savais pas ça de lui. Ça expliquait beaucoup. Cette nuit-là, j'ai eu un visiteur surprise. Brett s'est présenté à ma porte. J'ai quelque chose que vous devriez voir, a-t-il dit, sortant une clé USB. Sauvegarde avant mon départ. Politique de l'entreprise, vous savez, sauvegarde régulière. Son léger sourire me disait qu'il n'y avait rien de régulier dans cette sauvegarde. C'était des dossiers financiers, des emails, de la documentation de projets et des preuves que Chris avait délibérément saboté mes projets après que j'ai pris mon congé. Il avait réassigné du personnel clé, retardé les livraisons de matériaux et fait des promesses impossibles aux clients. Le côté de Brett, votre père parlait de retraite. Tout le monde supposait que vous prendriez la relève, mais Chris était dans son oreille. C'était leur chance de vous écarter. Ils le planifiaient depuis des mois. Il suffisait de trouver la bonne occasion. Les emails remontaient à 6 mois. Chris se plaignait à papa que j'avais trop de contrôle. Papa acceptait qu'il devait réaligner le leadership. Il complotait pour me rétrograder bien avant la mort d'Ethan. J'ai rangé la clé USB dans mon coffre, pas pour me venger, mais pour me protéger. S'ils essayaient de me rejeter la faute des échecs, j'avais des preuves. 3 jours plus tard, j'ai appelé Jacques et j'ai accepté son offre à une condition, je voulais constituer ma propre équipe à partir de zéro. Il a accepté sans hésiter. En un mois, j'avais emménagé dans mon nouveau bureau chez Rivet. La vue était meilleure, le café plus fort, et le poids sur mes épaules étrangement plus léger, malgré tout. Grace l'a aussi remarqué. Elle a dit que c'était la première fois depuis des années qu'elle me voyait rentrer sans cette tension autour des yeux. Jacques a tenu sa parole, pleine autonomie, pas de micro-gestion, ressources quand j'en avais besoin. Mon équipe, les 7 qui étaient partis avec moi, s'est intégrée dans leur nouveau rôle comme si elles étaient là depuis des années. Tom a pris en charge les opérations sur le terrain, mettant en œuvre un nouveau système de contrôle qualité qui a réduit nos reprises de 40%. Raphaël, qui était sous-utilisé chez Ryan, a révolutionné notre infrastructure technologique. Jim, de l'estimation, a apporté toute sa base de données clients avec lui, en toute légalité. Il avait noué ses relations lui-même. Brett n'est pas venu avec nous. Trop vieux pour recommencer, a-t-il affirmé, mais il a consulté en coulisses, nous aidant à naviguer dans la transition. Il savait où se trouvaient tous les corps chez Ryan Construction, quel projet était en difficulté, quel client était mécontent, quel sous-traitant cherchait de meilleurs partenaires. Le premier grand test est arrivé 3 mois plus tard. La ville a annoncé les appels d'offres pour l'agrandissement du nouveau centre de congrès, un projet de 40 millions de dollars, du genre qui fait ou défait les entreprises de notre taille. Rivet et Ryan Construction étaient sur la liste restreinte avec 2 entreprises nationales. Je savais que mon père ferait tout son possible. Ce projet serait son héritage. Mais j'avais un avantage qu'il ne connaissait pas. Shaun, mon ami qui nous avait soutenus pendant l'hospitalisation d'Ethan, travaillait maintenant pour le service d'urbanisme de la ville. Pas dans les marchés publics, mais assez proche pour savoir dans quelle direction soufflait le vent. Ils sont préoccupés par les récents retards de projet de Ryan, m'a dit Shaun un jour à déjeuner. La rumeur court sur les délais manqués, ton frère qui fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. Je n'ai pas été surpris. Chris avait toujours été meilleur pour parler que pour agir. Il se rendait en réunion avec des présentations PowerPoint sophistiquées mais ne pouvait pas vous dire comment poser correctement une fondation. Le jour de la soumission, nous avons soumis une proposition qui n'était pas la moins chère, mais qui offrait quelque chose de différent, la certitude. Nous avons soutenu notre calendrier avec des pénalités de retard qui feraient mal si nous les manquions, mais je savais que nous ne les manquerions pas. J'avais la meilleure équipe de l'État. Notre présentation au conseil municipal était soignée. Chris s'est présenté pour Ryan avec une vidéo soignée et des assurances vagues. Je pouvais voir le scepticisme des membres du conseil augmenter alors qu'il esquivait les questions spécifiques sur leurs récents problèmes de performance. 2 semaines plus tard, Rivet a remporté le contrat. L'annonce a fait la une de la section économique avec des citations de Jacques louant l'équipe qu'il avait assemblée. Mon nom était en bonne place, mon rôle souligné. C'était le genre de publicité qu'on ne peut pas acheter. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Le numéro de papa. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Les premières fissures chez Ryan Construction ont commencé à apparaître publiquement. Ils ont perdu le projet du palais de justice du comté de Porter lorsqu'ils ont pris du retard.
Le même projet que papa avait utilisé comme excuse pour me rétrograder. Puis un procès a éclaté dans les journaux, des travaux de structure défectueux sur un immeuble de bureaux entraînant d'importants dégâts des eaux. En coulisses, c'était encore pire. J'ai entendu par des contacts de l'industrie que le moral était au plus bas. Des personnes clés quittaient le navire chaque mois. Les projets étaient livrés en retard et en dépassement de budget. Les plaintes des clients s'accumulaient. La communauté de la construction dans notre région n'est pas grande. La rumeur court vite quand une entreprise est en difficulté. Les fournisseurs ont commencé à demander le paiement d'avance. Les sociétés de cautionnement ont augmenté leurs taux. Les sous-traitants ont commencé à inclure une marge supplémentaire dans leurs offres pour les projets Ryan, en supposant qu'ils seraient confrontés à des retards et des changements. Un mercredi après-midi, Brett m'a appelé. Nous nous rencontrions toujours pour déjeuner de temps en temps, bien qu'il ait officiellement pris sa retraite 6 mois plus tôt. Ils ont des problèmes, Cole. La banque rappelle les prêts. Ils ont manqué la paie 2 fois. Je n'aurais pas dû m'en soucier, mais des décennies à considérer cette entreprise comme mon avenir était difficile à ébranler. À quel point? Suffisamment pour que votre père cherche des acheteurs. Aucun preneur pour l'instant. Brett m'a dit que Chris avait fait capoter plusieurs projets par incompétence. Sans moi pour corriger ses erreurs, la vérité finissait par éclater. Papa continuait de le défendre, blâmant les autres, l'économie, les clients déraisonnables, la météo, moi. Votre mère est très inquiète, a ajouté Brett. Elle a peur qu'ils perdent tout, l'entreprise, la maison, leur retraite. J'ai ressenti une pointe de culpabilité pour maman. Elle avait permis à papa et Chris pendant des années, mais elle était aussi prise dans une position impossible. Néanmoins, elle avait fait son choix quand elle ne s'était pas dressée pour moi ou pour Ethan. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Le numéro de maman. J'ai hésité mais j'ai décroché. Cole, sa voix était tendue. Ton père a besoin de te parler. C'est important. Je suis sûr que ça l'est, ai-je répondu. Mais je ne suis pas intéressé. S'il te plaît, Cole. L'entreprise est sur le point de faire faillite. Il a besoin de ton aide. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. L'entreprise qui m'a licencié quand mon fils est mort? Cette entreprise. Il a fait une erreur. Nous en avons tous fait une. S'il te plaît, parle-lui juste. J'ai accepté une réunion. Terrain neutre, un café au centre-ville. J'ai dit à Grace où j'allais, et elle a juste hoché la tête. Nous allions mieux ces jours-ci, reconstruisant lentement notre vie ensemble. Elle avait trouvé un groupe de soutien pour le deuil qui l'aidait. Je me suis plutôt plongé dans le travail, mais ça devenait plus facile. Papa avait l'air plus âgé que je ne m'en souvenais. Plus de cheveux gris, des rides profondes autour de ses yeux. Chris n'était pas avec lui, chose intéressante. Il est allé droit au but. Nous avons des problèmes. J'ai besoin de votre aide pour sauver l'entreprise. Pourquoi m'aideriez-vous, ai-je demandé, vraiment curieux de sa réponse. Parce que c'est votre héritage aussi. 20 ans de votre vie. Votre grand-père m'a aidé à la démarrer. C'est dans votre sang. Je remuai lentement mon café. Mon fils était dans mon sang aussi. Cela ne semblait pas beaucoup compter pour vous alors. Papa eut la décence de détourner le regard. J'avais tort. Ce que j'ai dit à propos d'Ethan, c'est impardonnable. J'étais stressé. Arrêtez, je l'ai interrompu. Vous n'avez pas le droit d'utiliser son nom. Plus maintenant. Il hocha la tête, puis me tendit un dossier. Nous sommes à 3 semaines de la faillite. Je suis prêt à vous offrir 51% des actions, le contrôle total. Vous pouvez virer Chris si vous voulez. Je resterai uniquement en tant que consultant. J'ai ouvert le dossier, parcouru la proposition, puis je l'ai refermé. Non. Réfléchissez Cole. Tout ce que vous avez construit. Je construis quelque chose de mieux maintenant, ai-je dit en me levant. Vous vouliez que je fasse passer l'entreprise avant tout. J'ai enfin appris cette leçon, mais pas l'entreprise que vous vouliez. Alors que je sortais, il m'a appelé, c'est votre famille. Je me suis retourné une dernière fois. Plus maintenant. 3 semaines plus tard, Ryan Construction a déposé le bilan. La nouvelle s'est répandue dans l'industrie comme une traînée de poudre. Les anciens employés m'ont appelé pour savoir si Rivet embauchait. J'ai pris ce qui en valait la peine.
Papa a essayé de rappeler. J'ai bloqué son numéro. Puis est arrivé le matin où j'ai ouvert ma porte d'entrée pour trouver Chris debout là, l'air minable mal rasé, les yeux injectés de sang, portant la même expression de droit qu'il avait eue toute sa vie. Nous devons parler, a-t-il dit, essayant d'entrer. J'ai bloqué l'entrée. Non, nous ne devons pas, papa est à l'hôpital. Crise cardiaque. Ils disent que c'est grave. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac, mais j'ai gardé mon visage neutre. Désolé d'apprendre ça. C'est tout. Ton père pourrait mourir, et c'est tout ce que tu as à dire? Qu'est-ce que tu veux de moi, Chris? Il a jeté un coup d'œil nerveux autour de lui, puis a baissé la voix. J'ai besoin d'argent. La faillite a tout gelé. Et j'ai des dettes personnelles qui ne peuvent pas attendre. Bien sûr. Il n'était pas là à propos de papa. Certaines choses ne changent jamais. Combien? 80 000 $, a-t-il dit, comme s'il demandait un prêt de 20 $. J'ai ri. Pas question. Allez, Cole. Je sais que tu gagnes beaucoup chez Rivet. Ce n'est rien pour toi. Tu me dois ça. Je vous dois quoi exactement? Saboter mes projets? Aider papa à me virer quand mon fils est mort? Ce n'était pas moi. C'était toute l'idée de papa. J'ai les emails, Chris. Tous. Brett a tout sauvegardé avant de partir. Son visage a pâli. Écoute, j'ai fait des erreurs, mais j'ai des gens après moi. Des gens sérieux. Encore des dettes de jeu. Ce n'était pas la première fois. Papa l'avait secouru 2 fois, à ma connaissance. Quitte ma propriété, Chris. Papa t'a tout donné. Tu ne serais pas là où tu es sans lui. Je me suis rapproché, ma voix baissant. Papa m'a donné un travail. Ethan m'a donné une perspective, et toi et papa ensemble m'avez donné l'impulsion dont j'avais besoin pour construire quelque chose de mieux. Donc, d'une certaine manière, je devrais vous remercier. Avant qu'il puisse répondre, une voiture est entrée dans mon allée. Jacques en est sorti, l'air surpris de voir Chris. Tout va bien ici, Cole, a-t-il demandé en montant le chemin. Les yeux de Chris se sont écarquillés. Vous travaillez avec lui maintenant. Papa est au courant. Jacques n'est pas seulement mon patron, Chris. C'est mon partenaire commercial. Nous lançons une nouvelle société de développement le mois prochain. Construction résidentielle, marché haut de gamme. C'était une nouvelle que nous avions prévu d'annoncer la semaine prochaine. Rivet Développement, une coentreprise entre Jacques, moi-même et 2 autres investisseurs. Ma chance de construire quelque chose à mon nom. Espèce de bâtard suffisant, a craché Chris. Après tout ce que papa a fait pour toi. Je pense que vous devriez partir, a dit Jacques fermement. Maintenant. Chris a regardé entre nous, puis est parti en trombe, donnant un coup de pied dans ma boîte aux lettres en chemin. Jacques a haussé un sourcil. Famille charmante. Vous n'avez aucune idée, ai-je répondu. À l'intérieur, Jacques a présenté les plans définitifs de notre nouvelle entreprise. Nous avions obtenu le financement pour un complexe d'appartements de luxe de 150 unités avec des options sur 2 autres parcelles à proximité. La ville était désireuse de travailler avec nous sur la base de nos antécédents avec le centre de congrès. Vous savez, a dit Jacques en partant, j'ai eu une rupture similaire avec mon propre père il y a des années. Pas aussi dramatique que la vôtre, mais la même histoire de base. L'ancien contre le nouveau, la tradition contre le progrès. Il pensait que je trahissais la famille en voulant moderniser nos méthodes. Votre père a probablement travaillé avec lui à l'époque. Ed Russo, j'ai hoché la tête. Le nom était familier. Je ne lui ai pas parlé pendant 5 ans. Quand nous nous sommes enfin reconnectés, il a admis que j'avais raison. Trop tard pour l'entreprise. Elle avait disparu, mais pas trop tard pour nous. Il m'a tapé sur l'épaule. Juste quelque chose à considérer. 2 jours plus tard, Brett m'a appelé pour me dire que papa avait été libéré de l'hôpital. La crise cardiaque avait été mineure. Il a également mentionné que Chris avait été licencié de ce qui restait de l'entreprise après avoir été pris en train de voler dans la caisse de menu monnaie. Votre père vend la maison, a ajouté Brett. Il se réduit à un appartement. Votre mère le prend mal. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre, papier à en-tête officielle de Ryan Construction, la signature de papa en bas. Elle contenait une renonciation légale à toutes les réclamations contre moi,
une reconnaissance que les échecs de projet étaient l'œuvre de Chris, pas la mienne. Et des excuses formelles écrites pour les commentaires sur Ethan. En bas, une note manuscrite, je regretterai ce que j'ai dit et fait jusqu'à mon dernier jour. Je ne demande pas pardon, je voulais juste que vous sachiez. Je l'ai montré à Grace ce soir-là. Elle l'a lu attentivement, puis a demandé, que allez-vous faire? Rien, ai-je dit. Il est trop tard. Le lendemain matin, c'était l'anniversaire d'Ethan. Il aurait eu 8 ans. Grace et moi avons pris congé, avons visité sa tombe, puis avons passé l'après-midi à l'hôpital pour enfants, finalisant les détails du fonds commémoratif Ethan Reynolds que nous avions créé. Le fonds aiderait les familles dont les enfants étaient confrontés à des urgences médicales, couvrant les factures, fournissant des repas, même des chambres d'hôtel pour les parents qui avaient besoin de rester près de leurs enfants. C'était la chose la plus significative que nous ayons faite depuis sa disparition. L'administration de l'hôpital avait été incroyablement solidaire, nous aidant à le structurer correctement et nous connectant à leur service de soutien familial existant. En quittant l'hôpital, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Reynolds, ici Meredith de County General. Votre père a été réadmis. Il vous demande. J'ai failli refuser, mais quelque chose, peut-être le souvenir d'Ethan, peut-être juste une décence humaine de base, m'a fait dire, j'y serai dans 30 minutes. J'ai dit à Grace, qui m'a serré la main et a dit qu'elle viendrait si je le voulais. Je lui ai dit de rentrer se reposer. C'était quelque chose que je devais faire seul. L'hôpital était de l'autre côté de la ville. J'ai utilisé le trajet pour me rappeler que je ne faisais pas cela pour papa ou pour ma vieille vie. Je le faisais pour clore un chapitre correctement, selon mes propres termes. Papa était seul dans la chambre quand je suis arrivé. Pas de Chris, pas de maman, juste des moniteurs qui bipaient et un vieil homme qui avait l'air encore plus vieux qu'il y a quelques semaines. Plus maigre, diminué. Pendant une seconde, je l'ai vu comme les autres devaient le voir. Pas la figure imposante de mon enfance, mais juste un homme qui avait commis de terribles erreurs. Il a semblé surpris quand j'ai franchi la porte. « Vous êtes venu ?» Je me suis tenu au pied de son lit. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Asseyez-vous, s'il vous plaît. » J'ai pris la chaise à côté du lit, gardant une distance entre nous. « Les médecins disent que j'ai besoin d'une chirurgie de pontage, » a-t-il dit. « Prévue pour demain matin. » J'ai hoché la tête, attendant. Je n'allais pas lui faciliter la tâche. « Je sais qu'il est trop tard, » a-t-il continué. Ce que j'ai dit à propos d'Ethan, on ne peut pas le reprendre. Pour la première fois, il semblait sincèrement repentant. Pas seulement désolé pour lui-même ou pour la situation qu'il avait créée. J'ai passé ma vie à construire quelque chose que je pensais être important, a-t-il dit lentement. Il s'avère que je détruisais les seules choses qui comptaient vraiment. Je n'ai pas ressenti le silence. C'était son moment de parler, pas le mien. Les moniteurs bipaient régulièrement, marquant le temps entre nous. J'ai vu l'annonce de Rivet Développement, a-t-il dit. Le complexe d'appartements, ça a l'air d'être un projet impressionnant. J'ai juste hoché la tête. Votre grand-père disait que j'avais de mauvaises priorités. Trop concentré sur les affaires, pas assez sur les gens. Il avait raison. Ses yeux étaient fatigués, injectés de sang. Je voulais que Ryan Construction soit mon héritage. Je pensais que je le construisais pour vous et Chris. Il s'avère que je le construisais juste pour moi. J'aurais pu lui faire remarquer que j'avais essayé de lui dire cela pendant des années, que je l'avais supplié de déléguer davantage, de prendre des vacances, d'aller au match de baseball d'Ethan. Mais à quoi bon maintenant? Je ne demande pas votre pardon ni votre aide, a-t-il finalement dit. Je voulais juste vous regarder dans les yeux et vous dire que j'avais tort sur tout et vous dire que je suis fier de ce que vous avez construit. Vous l'avez fait de la bonne manière. Je l'ai étudié un long moment. C'est tout? Il a hoché la tête. C'est tout. Je me suis levé. Bonne chance pour votre opération. À la porte, j'ai fait une pause. Je demanderai à quelqu'un de vérifier vos médecins demain. Faites-moi savoir comment ça s'est passé. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas la réconciliation. Mais c'était le maximum que je pouvais offrir à ce moment-là. En quittant cet hôpital, je me suis senti plus léger d'une certaine manière. Pas parce que les choses étaient réparées. Elles ne l'étaient pas, et probablement jamais. Mais parce que je l'avais affronté selon mes propres termes, sans que la colère n'obscurcisse mon jugement.
Je lui avais montré l'homme que j'étais devenu sans lui. Plus tard dans la soirée, Shawn et Steve sont venus à la maison avec leur femme pour dîner. C'était devenu une tradition mensuelle. Bonne nourriture, conversation facile. Alors que nous étions assis sur le pont à regarder le coucher du soleil, j'ai réalisé que c'était ces personnes qui nous avaient soutenus quand cela comptait. C'était ça, la famille. 2 mois plus tard, Rivet Développement a lancé notre premier projet, un complexe d'appartements de luxe de 150 unités. Le maire est venu avec divers responsables municipaux et chefs d'entreprise. Jacques a prononcé un court discours sur la construction pour l'avenir, puis m'a passé le microphone. J'ai parlé de conception durable, d'intégration communautaire et d'impact économique ou tout ce que vous êtes censé mentionner lors de ces événements. Alors que je terminais, j'ai remarqué quelqu'un debout au fond de la foule. Papa, rétabli de son opération, regardait de l'autre côté de la rue pendant que nous tenions la cérémonie. Il ne s'est pas approché, et je ne l'ai pas invité. Certaines blessures ne guérissent pas, certains ponts restent brûlés. Mais alors que je me tenais là avec les gens qui étaient devenus ma vraie famille, j'ai réalisé quelque chose d'important. L'entreprise qui m'a licencié quand mon fils est mort m'avait involontairement libéré. J'ai construit quelque chose d'authentique, quelque chose qui honorait la mémoire d'Ethan.